Alors, il y aura peut-être quelques questions qui seront posées. Alors, moi, je vais aussi maintenant aborder très rapidement ce que je voulais vous dire au titre de surprise. Alors, je n'ai pas de chocolat à vous donner. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Vous allez en manger assez. Voilà. Et voilà. Non, je voulais simplement vous indiquer que, d'abord, vous remercier. Parce que, pas vous remercier simplement de votre assiduité, votre esprit critique, votre attention, enfin, on s'en relève, mais mérité. Non, simplement parce que vous êtes très inspirant. Alors, je vous ai dit au cours de l'année que vous m'éblouissez souvent. Alors, parfois, c'est à côté des lumières, mais c'est aussi à cause des lumières, mais c'est pas que pour ça. Non, vous êtes très inspirant, et pour moi, ce qui est intéressant, c'est de procéder comme Julien Gracq à ce qu'il appelle lire et écrire en même temps, c'est-à-dire en lisant, en écrivant, qui est un essai que je vous conseille de lire. Lire, critiquer des œuvres, c'est aussi rentrer soi-même dans l'écriture. C'est-à-dire que quand vous lisez des livres, vous pouvez avoir la tentation de faire pareil. Me concernant, ça a été très complexe. Parce que quand vous lisez des auteurs aussi extraordinaires que ce que je vous ai proposé, on a toujours la tentation de se dire mais à quoi ça sert d'en rajouter une louche? Tout a été dit, tout a été bien dit, tout a été dit de façon singulière. Et puis il arrive un moment où on a l'envie de le faire. Alors l'année dernière, en dernière séance du cycle, je vous avais proposé mon premier livre, qui s'appelait Le béret du maître, et qui évoquait mon maître d'école, le CM1, et ça a ouvert une porte qui probablement ne se refermera plus, et ces portes s'ouvrent sur ce que j'ai appelé une sorte de saga masculine, ce qui serait l'envers d'une saga féministe, comme on en aurait chez Audrey Villani, et cette saga me renvoie à chaque fois vers des personnages qui sont des personnages masculins qui m'ont influencé et en même temps contrarié. Donc le premier c'était mon grand-père, mon maître l'année dernière, et le second c'est mon grand-père maternel dans un livre que je vais publier en février et qui s'appelle Les envolées frondeuses, jeu de mots que je vous laisse analyser et décrypter. Il n'est pas sans lien avec la politique. Et je voulais finir, et donc c'était un peu ma surprise, par la lecture d'un extrait qui vous montre que moi je ne suis pas comme Audrey Villani. J'essaie d'avoir un continuum dans mon écriture, et là où ça devient intéressant, c'est que je peux vous dire que le travail des éditeurs, et en l'occurrence des éditrices, des éditions Passiflore dans les Landes, ben c'est justement de me remettre sur les rails. Donc je ne suis pas sûr que Blanc Résine aurait été accepté chez Passiflore par rapport à la discontinuité énonciative. Donc je vous lis ça. Le chapitre s'appelle L'homme affairé. Le grand-père qui me lisait des belles histoires, qui me faisait rire aux éclats, n'était peut-être pas le père dont se souviennent ses fils. Je ne le saurai jamais puisqu'ils ont tous les trois disparu. Gérard, Jean-François, Nicolas, de l'aider au cadet. Papy avait sans doute pour eux quelque chose de Christophe Colomb, de cet explorateur sublime et pathétique qui avait enrôlé ses marins en les persuadant qu'il allait les mener au bout du monde, là où pousse l'or, alors que sa rigueur cartographique laissait à désirer. Les fils de Papy ressemblaient à ces matelots génois. Ils admiraient leur capitaine quand ils le sentaient porté par la houle, tout en se désespérant de le voir immanquablement au bord du naufrage. En même temps, sans le lui dire, ils auraient tant voulu qu'il souffle dans leur voile, avec la confection de Zéphyr, afin qu'ils s'imaginent au moins pouvoir naviguer plus loin que lui. Papy n'avait sans doute aucune conscience de leur défiance. Après les tempêtes, après chacune de ces déroutes, il leur déclarait toujours au petit matin un cap de bonne espérance, leur laissant supposer qu'à la fin, non seulement ils toucheraient terre, mais accosteraient sur l'Eldorado. Chantal, moins naïve que ses frères, avait fui ce bateau ivre avant les autres. Quant à Nicolas, blouson de cuir, cœur royaliste tatoué sur l'avant-bras, et œil au beurre noir, il cherchait à éveiller l'attention de son père en équilibre instable à l'extrémité du grand mât de Nizette. Papy restait trop affairé. Il ne voyait pas le muscle de chagrin se gonfler sur la tempe de ses trois garçons, pris malgré eux dans l'œil du cyclone, engoncé dans une de ces existences banales qui ne seraient jamais à sa hauteur. Innocent que j'étais, feignant de ne rien comprendre du train de discordance que je voyais pourtant passer par wagons,
J'aimais bien ça, quand il remontait le grand escalier et qu'il s'exclamait pour que toute la maison l'entende « Eureka ! J'ai trouvé !» Papy avait laissé en Indochine une part de sa splendeur. Il était revenu en métropole avec le sentiment que tout serait à nouveau possible, qu'il aurait à nouveau, à coup sûr, la baraka. Son beau-frère Georges soutenait la même illusion. Dans cette lointaine colonie qu'ils sublimaient tant et plus dans leur causerie à bâton rompu, ils avaient tous les deux fait croître leurs affaires, dont ils pensaient avoir le sens jusqu'à l'os. De retour à la case départ, Papy a progressivement déchanté, malgré des débuts prometteurs dans le domaine du surgelé. Gibral, c'était le nom de l'entreprise qu'il avait réussi à rapprocher de la société de ses frères, telle la maison de paille de l'un des 3 petits cochons du comte. Je me suis rendu dans ses bureaux plus d'une fois, surtout quand ma mère y travaillait comme secrétaire. J'avais le droit à une glace, sortie tout droit du camion frigorifique. Je ne mangeais que des cornets vanille fraise, alors. Papy, il faut le reconnaître, avait souvent un coup d'avance. Le surgelé à cette époque, c'était précurseur. Mais l'affaire a fini par capoter, même si elle lui avait rapporté assez d'argent pour tenir, bon an mal an, quelque temps. De quoi rassurer Mamie Blue. De lubies, mon grand-père n'en a pas manqué, toutes plus géniales et fumeuses les unes que les autres. On a eu droit, par exemple, à l'épisode des containers. C'est pour cela qu'il aimait tant que nous allions voir ensemble passer les trains de marchandises. Le problème, son sempiternel problème, restait qu'à chacun de ses bons coups, il ne tenait pas du tout compte de la concurrence des plus gros, des plus puissants que lui, trop loquaces, trop enclins non pas à se pavaner, mais à diffuser ses idées neuves. Il avait du mal à garder la mesure, et donc, pour le dire platement, à se taire. Avant l'heure, mais pour son malheur, il avait été un consultant hors pair, à qui il suffisait de tordre le cou une fois qu'il en aurait assez dit. Combien de possibilités lucratives ces inspirations ont-elles ouvertes à des rivaux aux reins bien plus solides que lui? Et comme par fatalité, de l'idée géniale à la banqueroute, il n'y avait qu'un pas qu'il franchissait avec l'insolence de sa témérité. Toutefois, j'insiste, il ne se montrait jamais repu. Un homme comme lui, aussi affairé, n'était pas du tout du genre à renoncer au combat. Papy me savait amateur de tennis. Qu'importe mon adversaire, Guillermo Vilas, Vitas Gerulaitis, combien de finales de Roland-Garros n'ai-je pas gagné contre la porte du garage de la R16? C'est donc le plus naturellement du monde qu'il est venu expliquer à son petit-fils comment il allait faire enfin fortune grâce à sa nouvelle idée de génie. Le half-court tennis, voilà sa trouvaille. En gros, en traduction, une moitié de cours de tennis. Ou si l'on préfère, un demi-cours, afin que les enfants qui s'initient à ce sport puissent jouer des matchs comme des Björn Borg en culotte courte. Papy avait en tête de partir démarcher tous les clubs des environs, il avait enfin le bon plan. Il y a quelques années de cela, alors que mon fils était toujours capable de tenir sa petite raquette à 2 mains, nous avons séjourné dans une résidence de vacances près de Sarlat, en Dordogne. Ping-pong, piscine et préhistoire, le programme était copieux. Le 2e jour, ayant été informé par le gérant de la présence de cours de tennis en contrebas de la petite maison où nous logions, toute la petite famille est descendue pour taper la balle. Et là, comble de stupéfaction. À côté des cours adultes, j'ai découvert 2 half-cours tennis mitoyens dont l'usure de la surface avait eu lieu de laisser penser qu'ils ne dataient pas d'hier. Papy avait-il réussi au forceps à en vendre 2 pour le prix d'1 au propriétaire d'alors? Le Lot-et-Garonne n'était pas si loin de la Dordogne. Inutile de préciser que cette affaire en or, comme toutes les autres, a capoté. Mais pas inutile d'ajouter qu'il en a été meurtri, car cette affaire-là, il y croyait dur comme fer. Je voulais néanmoins me convaincre, en renvoyant délicatement la balle à mon fils, afin qu'il s'imagine jouer comme un champion, qu'ici, au moins, au pays de Lascaux et des premiers hommes, là où l'histoire de l'humanité a commencé à être dessinée sur les parois des roches, Papy ne s'était pas trompé, en ne recevant pas un chèque en bois pour le prix de toutes ces entreprises. Quoi qu'il en soit, la façon dont mon petit-fils mettait toute son énergie à renvoyer la balle, avec ses 2 mains vissées à sa raquette de débutant, sonnait comme un hommage inconscient à mon hurluberlu de grand-père. La coïncidence était belle en apparence. Mais rétrospectivement, quand je repense à ces half-cours,
je mesure à quel point les coïncidences relèvent aussi d'un triste sort. Papipo, celui qui ne voulait pas que je le coupe en deux à la façon d'Olivier au col de Roncevaux. Papipo, qui était déjà scindé depuis son retour d'Indochine, a fini de ruiner ses espoirs de résilience économique en ne parvenant pas à vendre son idée d'un demi-cours de tennis. Half court tennis, cela aurait pu être aussi le titre de ses mémoires s'il s'était donné le temps de les taper à la machine, à écrire, au lieu de s'égarer sur la bande FM. Merci de votre attention. Et bonne lecture.